La première fois que j'ai vu fonctionner une application de traduction simultanée, je me suis dit qu'on vivait une expérience mystique. Okay, Google, how do you say good luck in German? Viel Glück. This app is cool. What is it? Avec l'application Papago, là vous prenez en photo le menu. Et là, magie. Boum! Tout est traduit en anglais, regardez. Qu'on soit capable, par le truchement d'un simple téléphone, de parler à quelqu'un avec lequel on n'a aucune langue en commun, ça m'a tout de suite fait penser à la langue de feu qui apparaît au-dessus des apôtres à la Pentecôte et qui, raconte les évangiles, leur permet de parler toutes les langues. L'intelligence artificielle allait rapprocher les humains, d'où qu'ils soient. J'étais très loin d'imaginer toutes les questions posées par ces nouveaux programmes. Et ça, je l'ai compris en allant discuter avec quelqu'un qui participe directement à ce bouleversement. Elle s'appelle Vassilina Nikulina, c'est une chercheuse d'origine russe qui travaille pour Naver, le Google coréen, dans un laboratoire à Grenoble, en France. Et parmi toutes les applications que propose Naver, il y a Papago, un service précisément de traduction simultanée. Bonjour, je suis tellement content de parler avec vous aujourd'hui. Здравствуйте, я очень рад поговорить с вами сегодня. Ça dit à peu près ça? C'est correct, hein. C'est juste la prosodie qui est très plate, mais c'est correct. Et vous l'utilisez de temps en temps, Papago? Quand j'étais en Corée, je l'utilisais tous les jours. J'ai survécu grâce à Papago. C'est impressionnant ce que les modèles de traduction peuvent faire aujourd'hui. Ça, on n'y pensait pas il y a 10-15 ans qu'aujourd'hui on arriverait à une telle performance. C'est pas parfait encore, mais oui, on a fait des progrès énormes. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comment on est arrivé à des résultats dont Vassilina elle-même dit qu'ils sont impressionnants, il faut revenir un peu en arrière. Pour moi, c'était avec les premiers ordinateurs que les mathématiciens et les linguistes s'étaient mis en tête que des machines pourraient traduire automatiquement. Je pense que c'est pas tellement l'informatique, c'est l'homme qui a toujours voulu traduire les textes. Donc si on parle de toute première occurrence de la traduction automatique, c'était même avant l'invention de l'ordinateur. Ça date de 1936, il me semble, quand un chercheur russe qui s'appelle Piotr Troyansky, qui a déposé un brevet dans l'Académie de sciences sur une machine où on écrit et traduit en même temps. C'était le tout premier prototype de système de la traduction automatique. Allez, regardez de plus près, la méthode de Troyansky, elle est un peu compliquée. Mais elle montre une chose très importante. Automatiser la traduction, on y pense depuis longtemps. Parce que ça fait longtemps qu'on pense qu'il y a quelque chose de mécanique dans la langue et dans le passage d'une langue à l'autre. Et donc, quand les premiers ordinateurs apparaissent, après la Seconde Guerre mondiale, le rêve de traduire automatiquement est réactivé très concrètement. Et d'ailleurs, IBM mène en 1954 une expérience qui a fait date. Le but de l'expérience, à l'époque de guerre froide, c'était de traduire les articles scientifiques en russe vers l'anglais. Le but, c'était vraiment identifier les articles les plus pertinents à envoyer au traducteur humain ensuite. Mais les gens étaient tellement impressionnés par ce qu'ils ont vu qu'ils ont dit que bon, d'ici 3-5 ans, la traduction automatique, ce sera résolu. Là, on voit qu'on n'est toujours pas là. Donc, on peut dire qu'ils étaient un peu optimistes à l'époque, mais l'intérêt était déjà. Vu d'aujourd'hui, la démonstration faite par IBM, elle est limitée. Elle utilise seulement un registre de 250 mots. Mais pour l'époque, elle est spectaculaire et elle va même poser le principe de la traduction automatique pour quelques décennies. L'idée, en gros, c'est de faire assimiler à la machine les vocabulaires des langues qu'on veut traduire et de formuler des règles linguistiques. De lui expliquer, par exemple, que d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas la même place. Le verbe est à la fin en allemand, il est au milieu en français. En anglais, on met l'adjectif avant le nom, on le met plutôt après en français, etc., etc. Cette méthode, on va l'appliquer très longtemps, jusqu'au milieu des années 2010 environ. Mais les résultats ne sont pas complètement satisfaisants. Lentement, je veux te déshabiller lentement avec des baisers, signer les murs de votre labyrinthe et fais tout un manuscrit de ton corps. Monte, monte, monte. Oh! Alors, on décide de changer de méthode, en utilisant non plus les règles, mais la statistique. Une sorte de révolution que Vassilina résume par une formule qui fait un peu réfléchir. À partir d'un moment où on a des textes, on a des données, on a déjà investi pas mal de travail dans la création de ces données, pourquoi pas laisser l'ordinateur apprendre par lui-même comment traduire? Laisser l'ordinateur apprendre
par lui-même comment traduire. En effet, comme le dit Vassilina, on commence à avoir plein de données disponibles grâce au web. Par exemple, le Canada met en ligne tous ses textes de loi en anglais et en français. Ça fournit aux machines énormément de textes parfaitement traduits. Ensuite, il y a une révolution technologique, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Comment ça marche? Pour le dire grossièrement, on donne à la machine un énorme corpus de textes traduits d'une langue à l'autre. Par exemple, de l'anglais au français ou de l'allemand à l'anglais. Et la machine va se construire par elle-même une sorte de représentation spatiale de chaque langue. Elle constate que, en français, rouge et bleu sont assez proches, que collines et montagnes sont assez proches. Et puis, elle s'aperçoit aussi que, en anglais, red et blue sont au même endroit que rouge et bleu en français, que hill et mountain sont au même endroit que collines et montagnes. De cette manière, la machine n'a plus besoin qu'on lui explique quoi que ce soit, ni en termes de vocabulaire, ni en termes de construction syntaxique. Elle le déduit d'elle-même grâce aux données et aux calculs statistiques. Mais on n'a encore rien vu, parce que depuis 2-3 ans, c'est tout autre chose. C'est l'apparition de modèles qu'on appelle multilingues. À un moment, les chercheurs ont dit « Bon, pourquoi juste se limiter à des données l'anglais-français ou l'anglais-l'allemand? Pourquoi pas tous les mettre dans le même modèle ?» Et qu'au final, ce que ça a permis, c'est bénéficier les paires de langues pour lesquelles on a très peu de données, de connaissances apportées par d'autres paires de langues, en gros. Donc, si on sait traduire français-anglais, si on sait traduire l'anglais-allemand, à la fin, on sait traduire français-allemand aussi. Même si on avait très peu de données ou parfois pas de données du tout. Alors là, il faut prendre la mesure de ce que nous explique Vassilina. La machine devient capable de traduire des langues qui n'ont pas beaucoup de traduction en commun, grâce aux autres langues. Comment c'est possible? Quand on apprend le modèle avec beaucoup de langues en même temps, cette représentation, à partir duquel on génère la traduction, elle est en quelque sorte indépendante de la langue. Je ne dis pas qu'elle est à 100% indépendante de la langue, mais il y a un certain niveau d'abstraction qui apparaît dans cette représentation. On a montré que quand on prend cette représentation-là, on prend une phrase en espagnol, une phrase en italien, et ils vont être assez proches dans l'espace, les représentations de ces phrases, quand il s'agit de la même chose. Donc il y a certains niveaux de interlingue qui émerge dans ce type de modèle. C'est dingue. Enfin, et en même temps, ça rappelle quelque chose que disent souvent les gens qui connaissent beaucoup de langues. Ils disent que plus on connaît de langues, plus c'est rapide d'en apprendre une nouvelle. C'est comme si allait se réaliser le programme si souvent raconté par la science-fiction d'un traducteur universel capable de traduire même les extraterrestres. What's the theory behind this device? There are certain universal ideas and concepts common to all intelligent life. This device instantaneously compares the frequency of brainwave patterns, selects those ideas and concepts it recognizes, and then provides the necessary grammar. And it simply translates its findings into English. Est-ce que, en caricaturant un peu, on pourrait dire que la machine a réussi à faire un truc qu'on n'avait jamais réussi à faire, nous les humains, c'est-à-dire trouver la structure universelle de la langue? Ça, c'est une vieille idée philosophique, la langue universelle. Une idée qui a été beaucoup travaillée par des philosophes comme Leibniz ou Descartes. C'est l'idée qu'il y aurait une structure commune à la pensée de tous les humains et que cette structure, elle serait mathématique. Donc, quand Vassilina parle de représentation interlangue grâce à du calcul, moi je pense à la langue universelle. Est-ce que c'est vraiment structure universelle de la langue? Je ne sais pas, on n'a pas encore la réponse à ça. Et puis je ne crois pas que c'est 100% structure indépendante de la langue. Jusqu'à certains degrés, oui, c'est assez impressionnant ce qu'il émerge. Donc avec les modèles de traduction multilingue, la machine réussit à traduire assez correctement en plusieurs dizaines de langues, sans qu'on sache vraiment comment elle fait. Je parlais d'expérience mystique tout à l'heure, est-ce qu'on en est si loin? La question c'est, est-ce que ces modèles arrivent vraiment à tout traduire? Parce que je veux bien que ça fonctionne à peu près correctement avec des phrases simples. Mais si je joue par exemple de la polysémie du mot avocat, qui en français peut désigner aussi bien un homme de loi ou un fruit. Un avocat mange un avocat. Адвокат нанял адвоката. Ah, mais quand c'est quelque chose d'inattendu, c'est pas des exemples qu'on voit beaucoup sur le web. Deux fois, il invente des choses. Le modèle est capable de transmettre le sens
correctement dans la plupart des cas, mais il n'est pas capable de faire les différenciations dans les petits registres, dans les... Par exemple, il y avait les chercheurs qui ont fait une expérience, les chercheurs qui font l'analyse de personnalité à partir de textes. Donc, si on prend le texte en espagnol et on essaie de prédire certaines traits, le genre de cette personne, l'âge de la personne qui a écrit le texte, dans le texte d'origine, ils y arrivent relativement bien, mais une fois qu'ils le traduisent vers l'anglais, ils perdent beaucoup d'informations sur le texte d'origine, parce que le modèle, il va reproduire l'anglais qu'il a vu le plus dans ses données, qui ne va pas nécessairement préserver les traits du texte original. Là, en écoutant Vassilina, je comprends un truc. Je comprends pourquoi ChatGPT parle comme il parle. Parce que bon, quiconque a essayé de discuter avec ce robot conversationnel a pu le constater, il parle très bien. Je suis heureux que vous trouviez mon niveau de langue satisfaisant. Il fait pas de fautes d'orthographe, la syntaxe est parfaite, mais il produit une sorte de langue moyenne. Une langue sans personnalité. Je m'excuse si ma langue n'est pas à la hauteur de vos attentes. Au fond, il fait une moyenne de toutes les manières d'écrire et de parler qu'il a ingurgitées dans Internet. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en confiant toute une part de la traduction, mais aussi de l'expression, à ces modèles-là, on ne parle pas moyennement, on ne traduise pas moyennement, on n'écrive pas moyennement? Il y a un risque, oui. C'est comme tous les progrès technologiques. À partir du moment où on commence à utiliser l'outil qui nous aide, on perd la capacité de faire le travail nous-mêmes. C'est comme avec la calculatrice, on ne fait plus le calcul mental. Avec les systèmes de traduction automatique, on n'est plus capable de traduire. Donc, il y a bien un risque de parler une langue moyenne. Mais doublé un autre risque, la domination linguistique de l'anglais. Parce qu'on le sait, l'anglais, c'est la lingua franca de l'Internet. Donc, on y trouve beaucoup plus de traductions vers l'anglais ou à partir de l'anglais que depuis ou vers n'importe quelle autre langue. Et même si les modèles multilingues sont nourris avec plein d'autres langues, est-ce qu'ils n'avantagent pas mécaniquement l'anglais? Tout dépend de l'objectif qu'on se donne quand on développe les modèles. Par exemple, quand on développe les modèles multilingues, on sait que si on change les proportions des données qu'on met dedans, on peut améliorer la qualité de traduction sur d'autres langues que l'anglais. On a fait le travail l'année dernière, on a essayé de faire exactement ça. On s'est dit, on veut développer un modèle qui est meilleur sur les langues peu dotées. Les langues qui sont déjà riches en ressources, il y a suffisamment de modèles qui existent pour ces langues-là et ils ne nous intéressent pas. On va prendre un gros modèle multilingue qui existe et on va le compresser, mais avec l'intérêt spécial pour les langues peu dotées. Donc à la fin, quand on évalue ce modèle-là, on voit que sur les langues qui ont beaucoup de ressources, on perd en performance. Mais on sait que cette performance, elle est facile à récupérer quand on rajoute des données. Si quelqu'un est intéressé à récupérer cette performance, c'est facile. Par contre, sur les langues peu dotées, on a des performances bien meilleures que d'autres modèles. Ça devient donc une question presque politique, en fait. Un choix. À un moment, on peut décider de rééquilibrer les forces, de plus laisser s'appliquer la loi du plus fort, en l'occurrence la loi de l'anglais. Naver a d'ailleurs été créé pour cette raison au départ. Hae-Jin Lee, le créateur du moteur de recherche, avait peur que les Coréens n'aient plus accès qu'à un web anglophone, celui de Google. Mais Vassilina a ajouté quelque chose auquel je n'avais jamais réfléchi. Je pense que pire que l'anglais, de plus en plus, il y aura des données créées par ces modèles. Donc, je suis sûre qu'il y a déjà plein de données qui étaient créées par les systèmes de traduction automatique. Bientôt, il y aura plein de données qui sont créées par ChatGPT. Et donc ça, c'est encore un autre biais qui va être réintroduit dans les données avec lesquelles on travaille. Et ça, on ne sait pas encore comment faire avec ça. Et c'est quoi le risque de ça? C'est quoi le risque que les modèles soient entraînés avec des données qu'il a créées lui-même? On sait que, par exemple, les modèles d'apprentissage automatique, ils ont tendance à amplifier certains biais qui sont déjà présents de la langue. Donc, les biais du genre, par exemple, il peut l'amplifier. Donc, quand il continue de s'entraîner sur ses propres données, il va l'amplifier de plus en plus, par exemple. Ça va uniformiser encore plus le langage. Si on sait déjà que quand on traduit vers l'anglais, c'est l'anglais moyen, on va perdre encore plus la personnalisation de la langue quand on entraîne sur les données générées par ces modèles. C'est abyssal. Le risque de ces modèles ultra performants, c'est qu'ils finissent par être nourris par eux-mêmes. Que ce soit moins la langue humaine qui les nourrisse que celle produite par ChatGPT et les autres IA génératives de texte. Qu'ils traduisent à partir de traductions qu'ils ont faites
eux-mêmes. C'est quand même stupéfiant qu'à un moment où on est peut-être en train de relier les langues humaines les unes aux autres grâce à la technologie, il faille faire attention à ne pas trop se faire contaminer par la langue de la machine. Une langue produite par des processus et des calculs qui sont tellement nombreux, tellement complexes, qu'ils deviennent illisibles pour nous, qu'on ne peut pas les traduire en langage humain. Elle est peut-être là, la nouvelle mystique.